Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 16 mai, de nommer M. Cyril Moradi secrétaire de ce conseil. Merci Monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tettini Aldo. Présent. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gondy Elisabeth. Delbove Nicole. Benguenou Rémi. Benguenou Amar. Bi Isabelle. Beldjouri Ali. Pires Martine. Présente. Thorez Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gog Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril, présent. Walran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita. Jamjam Hamid. Dolik Virginie. Alors, quelques communications, on va dire, diverses et variées. Tout d'abord, une communication, parce qu'à un moment donné, on évoquait le service emploi, les actions qu'il menait, à quoi il servait, etc. Donc là, ici, sur les derniers chiffres, puisque tous les mois, on ressort un petit peu les documents, les chiffres du chômage pour la ville d'Anzin. Donc pour avril, donc le chiffre est le moins élevé, parce qu'on va pas dire le plus bas, parce qu'il faut rester aussi raisonnable dans ses propos. Mais nous sommes actuellement donc à 1484 personnes demandeurs d'emploi donc au niveau de la ville. Donc ce chiffre n'a pas été aussi bas depuis juillet 2014. Parce que juillet 2014, on était à 1495, et puis après, on est passé sur des chiffres à plus de 1500, avec un maximum à même plus de 1700. Donc, certes, il y a une reprise nationale qui fait que les chiffres globalement sont en baisse sur tout le territoire, mais on voit donc également sur la commune d'Anzin, on a donc une baisse significative par rapport il y a 3 ans, 2-3 ans, on a quasiment 200 demandeurs d'emploi en moins par rapport à ce qu'on avait il y a à peu près, on va dire, 3 ans. Donc ça, c'était pour avoir un petit peu les derniers chiffres qui concernent donc ce taux de chômage. Je voulais également évoquer, parce que c'est un sujet qui revient également régulièrement dans les discussions, la sécurité, puisque nous avons reçu il y a très peu de temps les chiffres de la délinquance. Alors bien évidemment, on ne va pas comparer 2020, puisque 2020, on a été confiné pendant un certain temps, donc les dates ou les périodes de référence, donc 2019-2021, au niveau de la délinquance générale, nous sommes à presque 20% de moins de délinquance générale, plus de 20% en moins d'atteinte aux biens, vol par effraction moins 15%, vol d'automobile moins 33%, vol roulotte moins 30%, vol de roues moins 70%, vol à la tire moins 60%, dégradation moins 11%, incendie volontaire moins 35%. Donc globalement, ce qu'ils appellent l'agrégat délinquance de proximité a baissé de moins 30%.
Donc, tout ça pour dire que par rapport éventuellement au ressenti, même si tout n'est pas parfait, nous n'avons pas d'augmentation de la délinquance sur la ville d'Anzin, bien au contraire, puisqu'on a des chiffres qui sont nettement en baisse par rapport à 2019, qui est probablement lié à des raisons multifactorielles. Maintenant, le fait d'avoir aussi une présence un peu plus conséquente avec des horaires plus importants, avec des équipes qui peuvent être plus vite mobilisées avec la police pluricommunale, même si elle est rentrée vraiment en ordre de bataille il y a un an, mais déjà auparavant, on fonctionnait comme si on était comme ça sur les différentes communes. Je pense que c'est des différents éléments qui vous montrent l'intérêt d'avoir travaillé sur cette police pluricommunale pour avoir plus de moyens et plus de capacité à être présent quand il se passe une problématique. Un troisième point pour information, ce sont les travaux sur le pont Corbeau, donc au niveau de la rue Victor Hugo. Je rappelle le calendrier, donc c'est des travaux qui sont réalisés sur le pont Corbeau par le département et nous profitons de ces travaux pour refaire un aménagement de la partie haute de la place Roger-Salengro pour essayer de faire, pas essayer, vous avez donc le schéma qui vous... On va faire un tourne à gauche, donc on va supprimer le trottoir qui sert quasiment à rien, qui est à proximité du château d'eau, ce qui nous permettrait de refaire une file pour tourner à gauche et éviter d'avoir des remontées de fil. Parce que là, actuellement, celui qui veut descendre la voie descendante de la place, s'il y a des gens qui arrivent en face, ça s'accumule pour essayer donc d'améliorer la fluidité et aussi la sécurisation, puisqu'on va faire des plots, des îlots centraux qui vont permettre de décaler un petit peu donc la voirie et de faire un espèce de petite chicane pour justement limiter la vitesse sur cette zone. Donc les travaux vont se dérouler de début juin à début octobre de cette année. La circulation se fera de façon alternée en juin et septembre. Par contre, le pont sera fermé complètement en juillet et en août. Il y aura une possibilité de passer en mode doux, mais il n'y aura aucun véhicule qui pourra passer sur le pont en juillet et août. Et les travaux purs de la ville, donc l'aménagement à la partie haute, se fera durant donc, les vacances scolaires, donc en juillet et en août. Donc il y aura une communication qui sera réalisée notamment aux commerçants pour réindiquer ceux qui sont de chaque côté, on va dire, du pont, pour qu'ils aient donc les informations. Et on va profiter effectivement de ces aménagements et après avoir fait donc une enquête de voisinage conséquente, nous allons passer la rue du Coron des 120. Le Coron des 120 va passer en sens unique dans le sens Anzin-Valenciennes. Donc on va profiter de ces travaux d'aménagement pour mettre ce sens unique. Donc on passe par le Coron des 120 pour repartir vers Valenciennes ou place de Saint-Va. Et dans l'autre sens, on garde le même sens bien évidemment par la rue de Saint-Va. Ce qui permettra déjà d'éviter d'avoir l'accident au niveau de la baïonnette, parce qu'on se demande tout le temps qui va arriver en face, donc ça permettra de sécuriser cette zone-là. Et puis aussi pour le stationnement, ça faciliterait éventuellement certains aménagements sur ce secteur. Ensuite, parce que j'ai à peu près tout dit, faire un petit point sur les festivités, parce qu'on arrive avec les beaux jours. Et il va y avoir donc le début des festivités ici prochainement, que ça va commencer. Là, je vais laisser Madame Bernard faire le listing des festivités jusqu'au 14 juillet. Oui, merci, monsieur. J'ai donc l'honneur et le plaisir de vous proposer le calendrier des festivités qui va commencer dès ce week-end avec les jardinades au Parc d'Ampierre, donc du 20 au 22 mai avec de nombreuses animations. Sans oublier la fête des voisins, bien sûr, le vendredi 20 mai. Au mois de juin, donc le retour de la fête foraine sur la place Roger-Salengro du 4 au 12 juin, avec 2 spectacles pyrotechniques qui seront proposés les samedis 4 et 11 juin. Le même samedi 11 juin, nous aurons la fête à Marcel avec Marcel et son orchestre dans le parc d'Ampierre. Ensuite, le 17 juin, un concert de musique irlandaise qui vous sera proposé sur la place Roger-Salengro. Et le 18 juin, dans le cadre de la fête de la musique, ce sera un tribute de Queen, toujours sur la place Roger-Salengro. Le 26 juin, nous aurons la braderie
en collaboration avec l'Union du commerce, et l'après-midi, notre carnaval sur un nouveau parcours. Ensuite, au mois de juillet, donc le vendredi 1er juillet, une nouvelle animation, les Enzinades. Donc c'est une grande soirée moules frites et animation DJ qui durera toute la soirée sur la place Roger Salengro. Et à cette occasion, nous vous présenterons la nouvelle identité visuelle de la ville, le nouveau logo. Et par ailleurs, je vous rappelle que dans ce cadre, nous avons lancé un concours photo et dessin et j'invite chacun à participer à ce concours. Donc le 9 juillet, nous aurons des animations qui vous seront proposées aussi sur la place. Et enfin, là, nous arrivons donc au 14 juillet. Donc le 14 juillet, une première partie avec le groupe Si on chantait. Donc on aura deux chanteurs de The Voice, Olympe et Edgar. Le chanteur aussi Damien Sargue et puis le chanteur Gwendal Marimoutou qui ont fait tous deux de nombreuses comédies musicales. Et la star donc de notre 14 juillet, ce sera elle aussi une chanteuse, enfin une jury plutôt de The Voice en la personne d'Amel Bent. Donc à l'issue de ce spectacle, nous nous retrouverons au complexe sportif Michel Bernard pour le feu d'artifice. Donc bien sûr, c'est sans compter toutes les animations qui vous sont proposées aussi à la médiathèque et au conservatoire tout au long de cette période, et les nombreuses brocantes qui ont repris aussi. Voilà, merci. Il y aura une prochaine communication, donc prochain conseil municipal qui aura lieu le 4 juillet. Prochain conseil, le 4 juillet. Tant que j'y pense, n'oubliez pas de signer les registres qui sont là-haut à votre disposition. En communication également, puisque tout ce qui est tarif maintenant, c'est une décision du maire, mais pour que vous soyez au courant, il a été décidé d'augmenter les tarifs extérieurs à partir de la rentrée prochaine. Donc la restauration scolaire sera 4,50 € pour les extérieurs. Les stages sportifs seront à 30 € par semaine au lieu de 15. L'école des sports, 80 € l'an au lieu de 40. Le LALP, 50 € par an au lieu des 25. Donc là, pour les 3 derniers tarifs, on multiplie par 2 ce qui était acté auparavant. Et au niveau du conservatoire, il y a donc instauration des frais d'inscription, puisque dans quasiment tous les conservatoires de même niveau que nous, il y a des frais d'inscription, alors que chez nous, c'était 0. Donc 120 € pour tous les extérieurs. Et on va instaurer donc un tarif qui est également modifié. Donc il y a le quotient familial, vous avez les documents qui vous sont projetés. Donc pour le quotient familial inférieur à 750, ce sera 300 €. Entre 750 et 1499, 400. Et au supérieur à 1500, c'est 500 €. Ensuite, courrier reçu le 12 mai, donc vous voyez, c'est tout récent. Ce qui concerne donc le territoire bio-engagé, puisqu'on avait été labellisé l'année dernière, mais que cette labellisation se remet en place tous les ans. On repasse en fonction des différents critères, et notamment le pourcentage de produits bio qui sont introduits au niveau de notre restauration collective, et notamment donc pour la cantine. Donc nous sommes donc revalidés donc dans le territoire bio-engagé, et compte tenu qu'on a maintenant plus de 25% de produits bio, on a le droit à avoir ce qu'ils appellent le niveau une fourchette. Donc, au niveau territoire bio-engagé, on est confirmé, et on a même donc un niveau complémentaire. Et donc, il y a une félicitation pour cette progression, et rappeler qu'on est toujours peu de communes à être labellisées au niveau des territoires des Hauts-de-France. Et la dernière communication, c'est le fait qu'il y ait donc des questions d'actualité de oui, je veux changer ma ville. Donc, ça sera évoqué, comme d'habitude, à la fin de toutes les délibérations. Décision administrative, est-ce qu'il y avait des questions particulières ou pas dessus? Non, donc c'est validé. On attaque les délibérations. Beaucoup de délibérations qui concernent les ressources humaines. Première délibération, donc c'est le CST, donc Comité social territorial. Création d'un CST commun entre la collectivité et le CCS et fixation du nombre de représentants. Madame Bernard. J'ai un problème. C'est bon, c'est bon. Merci. Donc,
J'ai un souci avec le micro. Ça va. Alors oui, donc le comité social territorial est issu de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, donc du CT et du CHSCT, créés dès lors que les effectifs sont supérieurs à 50 agents. Donc le CST est obligatoirement consulté pour les avis sur les questions qui concernent l'organisation et le fonctionnement des services, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et la promotion et la valorisation des parcours professionnels, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents, les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire, le rapport social unique dont les données servent à l'élaboration du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les plans de formation, la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle, les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de services, les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux et toute autre question pour lesquelles la consultation du CST est prévue par les dispositions législatives et réglementaires. Donc c'est la création d'un CST commun ville et CCAS. Les effectifs de la ville et du CCAS étant compris entre 200 et 1000 agents, le nombre de représentants du personnel de la collectivité est compris entre 4 et 6. Il est donc proposé le nombre de 5 représentants du personnel et 5 représentants de la collectivité. À noter que les membres du personnel seront réélus lors des élections professionnelles du 8 décembre prochain. Il est également proposé au Conseil d'élire Monsieur le maire en tant que président de ce CST. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est un versement d'allocation aux parents d'enfants handicapés. Madame Bernard. Arrivée de Madame Bourdi. Alors oui, donc les textes juridiques définissent l'action sociale comme visant à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à faire face à des situations difficiles. La PEH rentre dans ce cadre. Actuellement, nous recensons 5 enfants qui sont connus, qui sont concernés par l'allocation aux parents d'enfants handicapés. Donc les bénéficiaires sont les titulaires, les stagiaires et les contractuels, ayant des enfants de moins de 20 ans, percevant l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité de l'enfant est au moins égale à 50%. Le montant mensuel de l'aide est de 167,54 €. Le versement se fait sous réserve de fournir les justificatifs au service RH et la mise en place de cette allocation se fera pour le 1er juillet 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jamjam. Bonjour, merci Monsieur le maire. C'est simplement une petite question pour savoir, parce que dans la délibération, on a vu l'avis du comité technique de la commune d'Anzin en date du 13 mai. Est-ce qu'il y a eu des remarques ce jour-là ou pas? Le comité technique a eu lieu vendredi. Il n'y a pas eu de remarques particulières. Non, ça a été validé. Au contraire, c'est une avancée importante pour ceux qui ont un enfant porteur de handicap. Donc c'est vrai que c'est une allocation qui est facultative. On n'a jamais été évoqué ce sujet-là. Et donc quand le sujet est venu sur la table, on a demandé de regarder un petit peu, en sachant que sont concernés à peu près 5 personnes. Mais bon, donc ces chiffres sont bien évidemment évolutifs. Mais il n'y a pas eu de remarques. Au contraire, c'est plutôt une avancée sociale. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération, c'est le recrutement d'un contrat d'apprentissage au service communication. Madame Bernard. Oui, donc afin d'étoffer le service et surtout pour le renforcer, puisque un de nos agents entame une reconversion professionnelle. Donc nous souhaitons recruter un apprenti dont les missions principales seront les domaines suivants. Donc les missions d'un community management, donc c'est-à-dire assurer la présence quotidienne
de la ville sur les réseaux sociaux, avec la rédaction de posts et animation des comptes de la ville, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn. Être force de proposition pour développer de nouveaux réseaux, être en veille constante sur les commentaires et les messages et y apporter une réponse adéquate. Veiller à la e-réputation de la ville, analyser le trafic et l'audience. Concernant l'Internet et l'intranet, donc mettre à jour les sites Internet et intranet et créer de nouveaux contenus. Rédiger des articles pour le magazine municipal et les autres supports de communication. Et là, j'y tiens, c'est éventuellement une compétence dans le domaine photo et vidéo, c'est-à-dire réaliser des prises de vue pour les supports municipaux, couvrir les événements organisés par la ville, alimenter la photothèque et la vidéothèque, et accompagner les services municipaux dans leurs besoins de communication. Donc la formation recherchée en apprentissage va de Bac+2 à Bac+5 en communication pour une durée de 1 à 3 ans selon le profil du candidat retenu. Donc le spectre est assez large, on ne veut se fermer aucune porte. Et il faut savoir aussi que si vraiment la personne, enfin le stagiaire faisait l'affaire, il pourrait être embauché définitivement à la fin du stage. Même question, pas d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La quatrième, c'est pour les ordinateurs 2022, fixation de la rémunération des intervenants enseignants. Madame Bernard. Oui, donc comme je vous l'ai annoncé en communication, le 1er juillet 2022, nous organisons les Enzinades, un événement festif destiné à présenter la nouvelle identité de la ville. À cette occasion, plusieurs activités sont organisées, dont une représentation des orchestres à l'école. Des enseignants des différentes écoles de la ville vont donc y participer, accompagnés de leurs élèves. La rémunération à l'heure des intervenants est fixée sur le taux des heures d'enseignement suivant le décret 66-787 du 14 octobre 1966, qui fixe les taux plafonds de rémunération de certains travaux complémentaires effectués par des instituteurs, professeurs des écoles, en dehors de leur service normal. Y a-t-il des questions non plus? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La cinquième délibération. Délibération ponctuelle portant création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. C'est pour les coups de pouce Clem, Cléclat. Donc, lors de la séance du 20 décembre 2021, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à créer des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour renforcer l'équipe des enseignants intervenant dans les clubs Coup de pouce Clé, Clem et Cla. Donc c'était la délibération numéro 3, si vous vous souvenez. Donc ces 5 emplois non permanents ont été occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat, à durée donc déterminée pour une durée allant du 1er janvier au 15 mai inclus. Malheureusement, bon, avec les différents arrêts, principalement à la crise sanitaire, les arrêts Covid, donc nous avons donc proposé de prolonger l'action jusqu'au 17 juin pour rattraper les séances qui n'avaient pas pu être réalisées. Donc pour rappel, le coup de pouce, c'est une action de coopération éducative qui vise aussi à donner aux enfants confiance en eux. Ce dispositif est gratuit pour les familles et apporte une grande aide aux enfants qui en bénéficient. Donc c'est une action importante pour nos jeunes. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Sixième délibération. Cette fois-ci, c'est pour la création d'un emploi permanent lorsque la quotité de travail est inférieure à 50% d'un temps complet. C'est l'application de l'article L332-8-5 du Code général de la fonction publique. Donc là, c'est pour un poste d'assistant d'enseignement artistique ou professeur d'enseignement artistique. Madame Bernard. Oui, donc c'est suite à la démission du professeur de tuba du conservatoire, puisqu'il est monté en grade et il a donc dû se défaire de quelques heures. Il faut donc prévoir son remplacement pour la rentrée de septembre pour un rythme hebdomadaire de 4 heures. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La septième délibération
Délibération ponctuelle portant création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc là, ça concerne le service aménagement du territoire, habitat, urbanisme foncier. Donc il y avait une agent qui était positionnée depuis 6 mois, depuis le 1er décembre 2021 sur le poste, suite aux différents départs du service urbanisme et à la réorganisation des services. Nous proposons donc de renouveler cette création de poste pour 6 mois, en complétant les missions qu'elle détient actuellement, donc à savoir assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers en matière d'urbanisme, contribuer au secrétariat du service, renseigner les tableaux de bord du service, participer à la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la gestion foncière de la ville, entre autres. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Arrivée de M. Gandao. La 8e délibération, ce sont les indemnités de jury d'examen ou de concours. C'est pour le conservatoire de musique, Madame Bernard. Oui, donc chaque année, le conservatoire de musique organise des évaluations de milieu et de fin d'année. À ce titre, des intervenants extérieurs sont désignés comme membres du jury pour écouter, évaluer et récompenser les élèves. Donc ça concerne 20 prestations prévues pour 2022. Les textes prévoient la possibilité de rémunérer les agents publics qui participent à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours effectuées à titre d'activité accessoire et fixe les montants de ces indemnités de jury. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de cette indemnité à 55 € brut pour une prestation de 4 heures. Il y a bien évidemment un cadre pour ces délibérations. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 9e délibération change. Politique de la ville et démocratie participative. Délibération qui revient tous les ans. C'est pour l'opération Nos quartiers d'été 2022, donc cette année. Subvention à l'association Union des quartiers anzinois, puisque c'est l'association qui porte ce projet. Monsieur Célidonio. Merci, monsieur le maire. Bien, c'est une action qui est menée depuis plusieurs années et qui se déroule dans le parc Mathieu. L'action est née de la volonté de la ville d'Anzin et de la région de France de faire vivre et d'animer les quartiers l'été, donc dans les territoires inscrits en politique de la ville. L'édition 2022, qui se déroulera du 23 au 24 juillet, aura pour thème les Jeux Olympiques. Donc le thème a été choisi par la région. Elle offrira une multitude d'animations gratuites à destination des Anzinois, telles que l'initiation aux pratiques sportives, des jeux, des ateliers manuels, entre autres, toujours dans le but de répondre aux critères qui sont fixés donc, par les services de l'État, à savoir la citoyenneté, le lien social, etc. Les habitants des quartiers de la ville sont encouragés à participer au projet au même titre que les associations, les familles et les bénévoles. Les quartiers d'été sont portés donc, par l'Union des quartiers anzinois, à qui la ville a confié ce dossier. Donc c'est un impératif à la subvention du conseil régional. Donc l'objet de la délibération, comme disait monsieur le maire, donc, concerne le versement de la région et le versement de la subvention de la ville. C'est une avance afin que le porteur de projet puisse engager les dépenses. Je vais vous donner quelques petits chiffres. L'année dernière, donc, on a eu 1700 participants sur les 2 jours malgré la situation sanitaire. Ce qui démontre, s'il le fallait, que cette manifestation est appréciée par les habitants de la commune, qui, pour certains, n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Donc, sur ces bases, il vous est demandé de bien vouloir accorder une subvention de 5 000 € à l'association Union des quartiers anzinois au titre de la participation communale à l'action Nos quartiers d'été 2022. Les crédits sont inscrits au budget 2022 et M. Bedjouri ne pourra pas participer au vote. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Donc voté à l'unanimité des votants. Et donc bien noté, M. Bedjouri n'a pas participé. La 10e délibération, on entre dans l'aménagement du territoire. Donc là, c'est le dossier NPNR rue d'Anzin, Faubourg de Lille, Bleusborn, sortie du portage foncier par l'EPF de Lille au Daubresse d'Abancourt Fort, de M. Berrier. Merci, monsieur le maire. Bon, chers collègues, on a déjà vu à plusieurs reprises la problématique de la friche Ford qu'on suit maintenant depuis plusieurs années. Donc cette délibération est celle qui démarre le remboursement des frais qui est engagé par les uns et les autres sur cette résorption de friche urbaine. Donc on vous rappelle les dates de 2016 où la ville a conventionné avec l'EPF
celle de 2018 où le projet était venu d'intérêt communautaire et les sommes qui ont été engagées. Je vous donnerai simplement un chiffre, c'est que la participation financière sur l'ensemble de ce projet, le coût de l'ensemble de ce projet, acquisition, démolition et démolition partielle, est de 8 500 000 € que la ville aurait dû supporter seule si ça n'avait pas été conventionné avec Valenciennes Métropole. Donc on vous rappelle les 2 plans pluriannuels qui ont parcouru cette démarche que nous avions entrepris et aussi les allègements fiscaux les allègements de remboursement qui ont été mis en place conformément aux conventions qui ont été passées avec l'EPF. On vous donne tout le détail par tiers, en fonction des 2 PPI. Je vous donnerai simplement le chiffre de 188 214,39 €. Ce sera la part que devra rembourser la ville sur la première partie de ce plan pluriannuel de remboursement et qui restera une partie qui sera remboursée, qui n'est pas indiquée dans la délibération, mais qui sera à peu près 600 000 € en fin d'opération. Donc, bien entendu, ça nous permettra, en étant, nous, libérés des fonds par rapport à l'EPF, d'autoriser l'EPF à vendre à la Valenciennes Métropole une assise foncière pour pouvoir commencer les projets et les vendre aux promoteurs pour pouvoir donc commencer les constructions qui auront lieu dans les mois qui viennent. Donc par cette délibération, je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à faire la cession, à autoriser l'EPF à faire la cession à la Valenciennes Métropole, d'autoriser le versement de la somme de 188 214,39 € auprès de l'EPF, représentant 20% des travaux. Et je vous rappelle que pour l'autre partie, nous participerons au même titre que Valenciennes Métropole, à part égale, pour finir le remboursement de l'intégrité de ces sommes. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jamjam. C'est juste pour information, vous avez dit 188 000 sur la délibération, on a 150 000. C'est parce que je pense que Monsieur Berrier a parlé en TTC alors que c'est marqué en hors taxe sur la délibération. Enfin, je présume, parce qu'en calculant à peu près de tête, ça fait à peu près ces chiffres-là. Ouais. Donc la délibération, elle est mise en hors taxe, 158 214,39. Donc ça, c'est la délibération. Les chiffres évoqués, c'est en TTC. À part ça, pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Effectivement, on peut espérer que courant 2023, on ait peut-être des grues sur ce site. La 11e délibération, c'est le renouvellement de l'adhésion au service de conseil en énergie partagée avec Valenciennes Métropole. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Bon, cette délibération, nous l'avions déjà prise il y a 3 ans en autorisant Valenciennes Métropole à faire un recrutement mutualisé pour l'ensemble des communes. Il y a 13 communes qui ont adhéré à cette... à ces études partagées concernant les conseils en énergie. Nous avons donc, eu l'occasion de déposer plusieurs dossiers de demande de subvention, notamment pour les chaufferies pelées et chaufferies bois que nous avons mis dans nos établissements, ainsi que les différentes méthodes à utiliser, notamment pour la future école du centre, où il y aura des panneaux solaires et aussi une chaufferie mutualisée avec la salle de sport. Bon, une délibération qui est relativement longue. Je vous rappelle simplement qu'on est une cotisation qui se lève à 0,65 centimes d'euros par habitant pour la commune d'Anzin et qu'elle est, qu'elle est rédigée pour une durée de 3 ans. Donc sur ces éléments, je vous demande d'approuver cette convention de prestation vis-à-vis de Valenciennes Métropole et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, à prévoir les crédits au budget. Merci. Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. C'est vrai que le conseiller en énergie, il est là aussi, comme c'est vraiment son domaine, quand on a des dossiers spécifiques, aller chercher des subventions, sans être complètement dans le focus, même nos services vont peut-être passer au travers. Donc c'est vraiment une capacité d'aller chercher un maximum de subventions sur un poste mutualisé. Donc la somme que l'on verse, on la récupère largement par rapport aux apports que nous fait ce conseiller en énergie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, je l'ai voté, je crois que je l'ai fait voter, sinon tout le monde est d'accord. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est une convention de mise à disposition des agents des polices municipales des communes d'Anzin, Rem et Petite Forêt. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur le maire. Bon, je rappelle que les villes d'Anzin, Beuvrages, Rem et Petite Forêt avaient donc noué un partenariat pour la mise en place d'un conseil intercommunal de prévention de la délinquance.
Ce partenariat s'était traduit par une coopération renforcée qui visait à optimiser la présence des agents de police municipaux et à apporter une réponse efficiente aux problématiques de sécurité sur l'ensemble du territoire. Toutefois, donc, la commune de Beuvrages a souhaité donc se retirer du dispositif par un courrier du 21 septembre 2021 avec effet donc au 31 décembre 2021. Compte tenu de ces modifications, donc, il est donc nécessaire de modifier la dite convention de mise à disposition des agents des différentes polices municipales pour leur permettre donc d'intervenir sur l'ensemble de ces 3 communes. Et donc, dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention concernant ces 3 communes pour la mise à disposition des agents de police municipaux. Bon, c'est une mise à jour de la convention qu'on avait auparavant, donc il y a juste, entre guillemets, la ville de Beuvrages qui sort du dispositif, mais tout le reste reste identique. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Ensuite, alors là, on va avoir quelques groupements de commandes. Je pense qu'on peut regrouper certaines délibérations, hein, parce que là, 13, 14, 15, 16... Ouais. De 13 à 16, je pense qu'on peut faire une présentation globale et vous proposer donc un vote sur la totalité de ces délibérations. C'est les groupements de commandes pour la solution de raccordement et d'accès Internet, téléphonie mobile, accès Internet sur le réseau de fibre Redval et ensuite pour la téléphonie filaire. Je propose de faire un regroupement. Monsieur Coyer. Vous avez tout dit, monsieur le maire, effectivement. Donc c'est mise en commun de moyens pour aller chercher donc des marchés attractifs. Et donc les objectifs de ce groupement de commandes sont principalement simplifier les démarches administratives des communes et de leurs CCAS, s'assurer du respect par le prestataire de la réglementation en vigueur, l'adaptation des solutions proposées aux usages et à leur évolution, la recherche d'économies et d'optimisation financière grâce à l'effet de volume et un accompagnement technique plus important. Voilà, et donc par rapport aux 4 thématiques que vous avez évoquées, monsieur le maire, on a les conventions à chaque fois en rapport. Sur ces bases, il est demandé de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer les documents en rapport avec ces différents groupements de commandes. Je pense qu'il n'y a pas d'intervention particulière. C'est toujours le principe, hein, plus on est nombreux, plus on peut espérer avoir des prix attractifs. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 17e délibération, on part sur le marché de travaux de construction de l'école du centre, donc c'est l'attribution des marchés. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Bon, cette école devrait commencer incessamment sous peu. La démolition est achevée, le désamiantage est terminé également. Donc l'appel d'offres a été lancé au début de cette année, en mois de février. Il y avait 11 lots au total, hein, et on a eu, tous ces lots ont été pourvus. Donc je vais vous passer la lecture de tous les lots et de tous les montants qui ont été attribués. Simplement en vous rappelant que le montant total de cette opération s'élèvera à 5 320 189,82 € hors taxe. Et là-dedans est déjà prévu les travaux qui étaient en option dans le cadre du marché. Donc à savoir pour... alors que je ne dise pas de bêtises, je ne les trouve pas ici. Enfin, donc c'était des augmentations qui avaient été demandées de notre part pour raccorder la salle de sport et l'eau chaude sanitaire sur le groupe scolaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une seule chaufferie, j'arriverai pas à le dire aujourd'hui, hein, une seule chaufferie pour l'ensemble des 2 établissements pour faire une mutualisation des équipements et de permettre des économies. Des travaux donc aussi pour le stationnement du parking en dalle plus écologique et plus environnemental, des travaux supplémentaires de maçonnerie, à savoir le mur qui se trouve entre la salle de sport et la future école qui a besoin d'un rejointoiement, et l'aménagement de maçonnerie, on l'a vu. Et puis bon, cet effet Joule, ça permet de pouvoir raccorder l'eau chaude sanitaire dans de bonnes conditions pour éviter les maladies comme la légionellose ou autre chose. Voilà. Donc je vous rappelle le montant, pour mémoire, 5 320 189,82 €. Donc par cette délibération, je vous demande... Alors on est très très proche de l'évaluation. On est à 6% par rapport à l'évaluation, ce qui est
surprenant pour la période, puisque beaucoup de villes ont dû renoncer à des projets compte tenu de l'augmentation de tous les matériaux, les délais de livraison. Donc on espère que c'est de bon augure pour l'ensemble de cette opération qui devrait démarrer sous peu. Donc dans ces conditions, moi je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à attribuer les marchés à chaque entreprise qui a été renue par la commission d'appel d'offres, et puis de les signer. Donc voilà. Y a-t-il des questions spécifiques ou pas? Donc vous avez la totalité donc, des lots, des entreprises retenues. Pour chaque lot, vous avez donc les sommes qui correspondent. Pas de questions? On y va. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 18e délibération, c'est le corollaire, c'est le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'école du centre. C'est l'avenant numéro 1, Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, l'augmentation du coût de travaux augmente les coûts d'honoraires qui sont déterminés en pourcentage du coût d'objectif. Je vous rappelle que ces coûts d'honoraires sont à 11,20%. Au départ, le marché qui était évalué à 5 150 000, un montant d'honoraires de 481 040 €. Ce montant va passer à 576 800 € hors taxes. Et les travaux supplémentaires que j'ai évoqués, qui ont fait augmenter le prix de la construction, vous les avez là ici sur la liste. Donc on est passé à 150 couverts pour la salle de restauration. Ça nous permettra de mutualiser avec la salle de sport et éventuellement des animations sportives ou les CLSH qui pourront avoir lieu dans ces locaux. La chaufferie bois, on en a parlé. Les fondations spéciales, la mise en place d'un chauffage alternatif, c'est-à-dire qu'on a choisi aussi le bois comme au groupe scolaire de Gaulle et Tavernier, un abri vélo ou un aménagement complémentaire, puisqu'on a préféré récupérer des mètres carrés de bâtiments pour faire un abri vélo différemment, pour ne pas alourdir les coûts de construction, des places supplémentaires de parking pour répondre aux demandes des riverains de la rue Jules Ferry, un portail motorisé qui a été légèrement modifié dans sa position pour mettre à disposition le week-end en dehors des heures scolaires aussi une partie du parking, l'intégration d'équipements de cuisine supplémentaires, la vitelle, la capot, ça doit être très technique. Donc dans ces conditions, je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à faire l'avenant numéro 1 la mission de maîtrise d'œuvre qui a été attribuée à l'architecte et de l'autoriser à signer ce contrat. Merci. Y a-t-il des questions? Non plus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On repart cette fois-ci sur les affaires financières. Compte de gestion 2021, Monsieur Coyer. Oui, donc le trésorier principal d'Anzin nous a transmis le compte de gestion 2021. Il y a lieu de constater que l'ensemble des écritures ont été reprises dans les comptes et que les soldes affichés sont conformes à ceux du compte administratif. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion établi par Monsieur le trésorier principal d'Anzin. Je pense qu'il n'y a pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention? Donc voté à l'unanimité. Le gros du conseil municipal, la 20e délibération. Compte administratif 2021. Monsieur Coyer. On va vous présenter donc le compte administratif sous forme de slide, comme tous les ans. Ah oui, autant pour moi. Donc le compte administratif, donc au niveau général, présente. Voilà. Donc au niveau des réalisés 2021, on a en section de fonctionnement des dépenses pour 16 394 121 €, pour des recettes toujours en fonctionnement de 20 197 917 €, soit un solde positif de 3 803 795. Au niveau de la section d'investissement, toujours pour 2021, on a des dépenses pour 6 78 500 €. À cela, on a des recettes pour 3 372 740 €, soit un solde négatif de 2 705 759. Si on rajoute les reports de l'exercice 2020, donc toujours en investissement, 712 000 de dépenses supplémentaires, et en fonctionnement, on a les recettes excédentaires pour 1 691 742. À cela, donc, total des réalisés plus des reports que je viens de vous mentionner, ça nous fait donc en dépenses 23 184 732 €, pour des recettes de 25 262 400 €, soit un delta positif
de 2 077 668 €. Si on rajoute à cela les restes réalisés en 2022, donc en investissement, la section d'investissement donc pour les dépenses 2022 a réalisé 2 36 581 €. Et cela, on escompte des recettes, on a eu des recettes pour 1 14 783 €. Le total donc cumulé de ces différents réalisés et reports nous amène à un total cumulé en dépenses de 25 221 313 € pour des recettes de 26 277 184 €, soit un delta positif de 1 55 870 €. Voyons un peu dans le détail, si vous le voulez bien. Commençons par la section de fonctionnement. Au niveau des dépenses, donc les dépenses globales se sont élevées à 15 897 686 € pour le compte administratif 2021, en progression de 721 180 €. Les charges à caractère général, elles ont été comptabilisées à 3 391 303 €, en augmentation également de 403 823 €. Les charges de personnel se sont établies à 10 856 944, en progression de 430 785 €. Atténuation de produits, il n'y en a plus. Atténuation de charges pour gestion courante, 1 462 212 pour 2021. C'est 89 000 de moins que 2020. Les charges financières se sont élevées à 172 536 €. C'est 87 000 € de plus, mais on verra la raison tout à l'heure pour laquelle de cette augmentation. Les charges exceptionnelles, 14 689 €. C'est 7 948 € de plus que 2020. Voyons maintenant les recettes de fonctionnement. Dans leur globalité, elles se sont élevées donc à 20 91 883 € pour le compte administratif 2021. C'est 1 688 958 € de plus, presque 10% de plus que 2020. Dans le détail, donc atténuation de charges 356 789, en progression de 168 000 €. Produits des services et des domaines, donc là on voit que le Covid en 2020 par rapport à 2021, 345 009 €, c'est 97 000 € de plus que ce qui a été perçu en 2020. Impôts et taxes, 8 417 086 €, c'est 1 316 432 € de plus. Dotation et participation, c'est quasiment étal, 10 660 947 €. Autres produits de gestion courante, 186 859, c'est 22 000 € de plus. Et produits exceptionnels, 125 190 €, c'est 96 000 € de plus qu'en 2020. Après, donc, la section de fonctionnement, voyons les investissements. Au niveau des dépenses en investissement sur 2021, elles se sont établies à 5 942 466 €. C'est 1 505 000 € de plus que 2020. Dotation, fonds divers et réserves, 18 335 €. Emprunt et dette assimilée, 846 330 €. Immobilisation incorporelle, 99 096 €. Subvention d'équipement versée, 66 240 €. Immobilisation corporelle, 1 833 343 €. C'est 1 048 000 € de plus. Immobilisation en cours, il n'y en a pas eu pour 2021. On passe donc après au niveau investissement des dépenses, mais dans le dur, dans des choses réelles. Donc, réfection du gymnase Bleusborn, il y a eu 187 231 € de dépensés en 2021 pour cette réfection-là. Réhabilitation école élémentaire Jean Jaurès, 26 388 € en 2021. Réhabilitation de l'école maternelle Carpeau, 6 595 €. Aménagement des locaux techniques Mazda, donc c'est le centre technique municipal d'Anzin, donc il y a eu un reliquat de 63 415 €. Terrain de foot JR Voltaire, il avait été payé en 2020. Réhabilitation école maternelle Jean Jaurès, il y a eu une dépense de 532 390 € sur le CA 2021. Réhabilitation de l'école maternelle Tavernier, là il y a eu une dépense importante pour 1 721 614 €. Réhabilitation de l'école JR Voltaire, il y a eu une dépense de 287 030 €. Création d'une micro-cantine au Mont-d'Anzin, 195 920 € et une salle de musculation au stade Michel Bernard, 58 533 €. Après avoir vu les dépenses en investissement, voyons les recettes pour équilibrer tout cela. Elles se sont évaluées, les recettes en investissement, à 2 846 305 €, donc en diminution d'un peu plus d'1,8 million par rapport à 2020. Les dotations et fonds divers, donc c'est là où ça pêche, 2 183 360 €. Les subventions d'investissement, 387 823. Et enfin, une réhabilitation école maternelle Tavernier en recette, donc pour 275 120 €.
Alors là, vous avez un graphique juste après, voilà, qui vous montre un petit peu l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Donc je le rappelle, donc d'une manière globale, donc elles se sont élevées à plus de 4,75% entre 2020 et 2021. Les charges à caractère général, quant à elles, ont augmenté de 13,52% précisément, après une baisse importante en 2020 en raison donc de la Covid. Donc ainsi, entre 2019 et 2021, ce chapitre a augmenté d'un peu plus de 2,32, ce qui est très proche de l'inflation cumulée des deux exercices à l'époque. Aujourd'hui, l'inflation, effectivement, elle n'est plus de ce niveau-là. Les dépenses ont donc repris leur cours normal avant la crise Covid, plus ou moins. Les postes qui en témoignent le plus de cette reprise d'activité sont le poste alimentation, des fournitures non stockées, des fournitures d'entretien, fournitures de voirie et des contrats de prestation de services, d'entretien des autres bâtiments et du budget fêtes et cérémonies qui a de nouveau donc été mis en application. Certains postes sont toutefois en baisse, entretien des voiries, transport et formation du fait des restrictions Covid qui ont été maintenues et de l'annulation de certains événements. Nous avons ensuite voilà, un graphique qui montre un peu l'évolution des dépenses de fonctionnement. Sur votre gauche, donc, on a les charges à caractère général, dont je rappelle qu'elles ont progressé de 13,52 pour s'établir à 3 391 000. Les charges de personnel se sont établies à 10 858 000 euros. Et les autres charges de gestion se sont établies à 1 462 000 euros. Elles ont baissé de 5,78%. La masse salariale, comme je l'ai dit, donc, elle a progressé, précisément de 430 000 euros. Les principaux facteurs, c'est l'indemnité des fins de contrat CDD pour 16 600 euros, la revalorisation du SMIC, qui était bienvenue, pour 15 000 euros, le recrutement pour l'espace public et RH pour 30 000 euros, le 13e mois qui a été payé en anticipation à l'occasion des départs aussi en retraite et des mutations de nouveaux bénéficiaires pour 28 000 euros, la mise à jour du régime indemnitaire NBI pour 25 000 euros, une régularisation des agents en invalidité ou en congé longue maladie pour 70 500, des remplacements d'agents en arrêt pour 80 000 euros, une rupture conventionnelle pour 7 000 euros, des recrutements PEC, donc c'est ce qu'on appelle parcours emploi compétences pour 102 750 euros et des cotisations supplémentaires pour le CNAS pour 5 000 euros. Voilà les principales raisons de l'augmentation de ces charges de personnel. Après avoir vu le montant, voyons les effectifs, toujours au niveau de la masse salariale. Donc il y a quand même une bonne nouvelle. Au total, ça a progressé de 17 personnes, puisqu'en 2020, on était à un total de 351 et nous sommes à 368. Ce qui est aussi révélateur, c'est le nombre d'agents permanents qui est passé de 30 à 57. Voilà, et donc la mise en place de la nouvelle nomenclature des agents en CDD qui a été également mise en place. Les dépenses de fonctionnement réelles entre 2020 et 2021, vous les voyez encore là, ici sur le graphique. Donc atténuation de produits, 118 600, ça c'était pour 2020, 2021 il n'y en a pas eu. Charges financières, donc là ça paraît élevé, mais vous aurez le justificatif après, vous verrez que c'est une écriture comptable. Et des charges exceptionnelles pour 14 689 euros. Les transferts versés à d'autres... Voilà, donc vous avez l'école du Sacré-Cœur. Il y a une petite baisse parce qu'en 2021, on a versé 89 694 euros contre 99 000. C'est lié aux effectifs. Je vous rappelle qu'on a déjà passé des délibérations sur le sujet. Le CSPD pour 12 367 euros, ça c'était pour 2020, pour la mise en place. Les cités éducatives, c'est ce que l'on perçoit de l'État et qu'on doit renverser une partie à Valenciennes dans le cadre du contrat. PNR Scarpesco, 9 380. La caisse des écoles, il n'y en a plus en 2021. CCAS, c'est étal, la subvention est toujours identique, elle s'élève à 760 000 euros. Et là, pour faire face donc, à l'après-Covid et aider nos associations, les subventions versées au monde associatif ont augmenté de 12% pour s'élever à 204 581 euros contre 181 670 en 2020. Donc, on a tenu, Monsieur le maire et son conseil ont tenu à subvenir aux associations et à les soutenir ces moments difficiles. Voilà, donc je viens d'évoquer les différents chapitres là ici précédemment. Les charges financières maintenant, si vous le voulez bien, les histogrammes, voilà. Donc on voit qu'elles se sont établies à 172 536 en 2021 contre 85 518. On pourrait penser qu'effectivement on a eu des gros intérêts. Il n'en est rien, c'est juste un jeu d'écriture avec la perception. En effet, après une baisse artificielle de 49 738 euros en 2020 suite à la non prise en charge des intérêts courus non échus, c'est ce qu'on appelle ICNE, les charges relatives aux intérêts ont de ce fait augmenté artificiellement en 2021 puisqu'on ne les avait pas mis en 2020. Ainsi, la comparaison la plus pertinente, effectivement, s'effectuera au niveau des intérêts réels, c'est ce qu'on voit au milieu.
141 741 en 2020 contre 126 811 en 2021. Les produits des services maintenant, pour voir un peu donc la vie a repris de la vigueur, puisqu'on le voit à travers les produits que la ville a encaissés, puisqu'on a perçu pour 2021 345 009 euros, c'est une progression de presque 100 000 euros. Les concessions dans les cimetières, 12 503 euros. La redevance d'occupation du domaine public communal, 13 929. La redevance des droits et services à caractère culturel, 24 388. La redevance des droits et services à caractère social, 104 898, en progression de 37% par rapport à 2020. La redevance et des droits et services périscolaires et d'enseignement, 186 730. C'est presque 80 000 euros de plus que ce que nous avons perçu en 2020. Des locations diverses, 1 005 euros. Et aussi des autres produits d'activité annexes pour 1 554 euros. Pour les dépenses, il faut aussi percevoir des impôts, il n'y a pas que des subventions. Donc ici, en impôts directs, donc nous avons perçu pour 2021 8 417 086 euros, soit une augmentation d'1 316 432 par rapport à 2020. Les impôts directs locaux se sont élevés quant à eux à 5 254 559 euros. L'attribution de compensation toujours équivalente, donc 1 434 074 euros. La dotation de solidarité communautaire versée par Valenciennes Métropole pour 117 435. Le FNGIR pour 41 432. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour 310 530. Les droits de place qui ont repris d'activité, donc pour 33 548, en progression de 22 000 euros. Les taxes sur les pylônes électriques pour 10 839, la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 189 154, et exceptionnellement, donc, une taxe additionnelle aux droits de mutation de 1 023 579 euros que la ville a perçue en 2021 contre 269 190 en 2020. C'est lié à des locaux de Grimont-Pré qui ont été transférés à une autre société pour laquelle il y a eu des droits de mutation perçus au profit de la ville. Donc vous avez là la différence, c'est 754 000 pour une seule opération. Les impôts directs et indirects, voyons un petit peu donc dans le détail. Donc je rappelle que maintenant le taux, donc c'est plus 26,69 au niveau du foncier, mais c'est 45,98 parce que ça englobe la taxe du département. Donc en impôts perçus en 2020, sur le foncier, 2 660 818 contre 4 579 923, mais en intégrant la taxe du département, bien sûr. La taxe d'habitation, en 2020, 1 963 008 euros, et en 2021, puisqu'il y a des dégrèvements, je le rappelle, jusqu'en 2023, donc 63 340 euros. La taxe d'habitation sur les logements vacants, qui a été mise en place depuis plusieurs années pour inciter les propriétaires à remettre en location ou à vendre quand il y a des indivisions. Donc, elles se sont établies en 2020 à 75 441 euros et à 59 543 en 2021, toujours au même taux, 22,79%. Total donc des taxes locales perçues par la ville d'Anzin, 4 759 282 en 2020 et 5 256 495 en 2021. Après les impôts, voyons aussi la dotation globale de fonctionnement que la ville perçoit. Donc la DGF qui s'est établie à 8 403 925, soit une progression de plus de 2,37%. La dotation forfaitaire, elle, a baissé un peu pour s'établir à 2 420 905 euros. La DSU que nous percevons et que nous percevrons encore pour rassurer certaines personnes pour 5 722 240 euros. Elle a progressé de 3,52% et la dotation nationale de péréquation est étale puisqu'elle était à 260 780 euros. Parmi les autres dotations, la ville perçoit également donc, le FCTVA, c'est ce que nous récupérons sur la TVA que nous payons sur les constructions un an plus tard. Donc 2021 au niveau FCTVA, donc total des dotations, 2 257 022 euros, c'est 206 000 euros de moins. FCTVA 20 170, autres 606 118, le département 7 212, les autres communes 54 764, autres organismes 590 729, attribution de fonds départemental de péréquation de taxes pro pour 141 310, des compensations au titre des exonérations de taxes foncières pour 77 611 et dotation de développement urbain pour 758 412
en progression de 391 000 €. Voilà, maintenant les recettes de fonctionnement. Elles se sont établies donc à 668 840 €. C'est 287 254 de plus. Atténuation de charges, je l'ai déjà dit, donc 356 789. Les autres produits de gestion courante, 186 859. Les revenus d'immeubles, donc 123 323. Autres produits de gestion courante, 63 536. Des produits exceptionnels pour 125 190. C'est 96 000 € de plus. Notamment donc au niveau des produits exceptionnels sur opération de gestion pour 88 572 €. Ça nous amène donc à la constatation de l'épargne brute ainsi constituée. Donc elle s'élève à 4 194 197 €. C'est la plus importante depuis 2014, comme vous pouvez le voir. À cela, il faut donc déduire les remboursements de la dette en capital. Et donc, le slide suivant vous amène sur la droite. Donc la dette que vous avez, voilà. La dette s'élève à 7 836 429. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'emprunt l'année dernière, donc on a remboursé du capital. L'épargne brute, donc 4 194 197, je viens de le mentionner, et donc cela nous amène donc à une capacité de désendettement de moins de 2 années, ce qui est exceptionnel par rapport aux villes de la même strate, et qui nous permettra d'aller chercher des financements à des taux assez bas, malgré le contexte inflationniste, pour financer nos nouveaux investissements. Donc, comme je viens de vous le dire, si on déduit le remboursement capital, on a donc une CAF nette de 3 347 866 €. C'est aussi la plus importante depuis 2014. En synthèse, donc, les dépenses réelles d'investissement, on voit l'évolution de ce qui a été réalisé donc, pour 2021, presque 6 millions d'euros. 2020, ce n'est pas la comparaison avec la Covid, bien sûr, mais on voit qu'on est largement dans la moyenne des années précédentes et qu'on est reparti sur un cycle normal. Et parmi donc ces investissements, on va voir le camembert avec la répartition des dépenses d'investissement. Voilà, le plus gros, donc, c'est la réhabilitation de l'école maternelle Tavernier pour 1 721 614 €. En deuxième, la réhabilitation de l'école maternelle Jean Jaurès pour 532 390 €. En troisième, la réhabilitation de l'école J.R. Voltaire sur votre gauche pour 287 030 €. Ensuite, on trouve la création d'une micro-cantine au Mont-d'Anzin pour 195 920 €. La réfection du gymnase Buzzborn pour 187 231 €. L'aménagement des locaux techniques, donc du centre technique municipal, pour 63 415 €. La salle de musculation Michel Bernard pour 58 533 €. La réhabilitation donc, de l'école élémentaire Jaurès pour 26 388, ce sont des frais d'études. Et la réhabilitation de l'école maternelle Carpeau pour 6 595 €. Il y a malgré tout d'autres dépenses que de l'investissement dans la pierre. Donc des travaux dans les bâtiments publics se sont élevés en 2021 à 685 295 €. Les travaux de voirie, 356 810. Vidéoprotection et informatique, 243 000 €. Le matériel pour 152 579. L'éclairage public, il y a un contrat annuel pour 131 550. Des véhicules pour faire face donc à l'obsolescence des véhicules en place pour 111 251. Des études et concessions pour 99 000 €. Des consignations pour 83 800. Aménagement de terrain et au niveau du cimetière pour 73 245. Du mobilier pour les différents édifices publics pour 58 502 et restauration de registres pour 3 318 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des interventions sur le compte administratif? Pas d'intervention. Bon, juste résumer, parce que c'est vrai qu'une présentation de compte administratif, c'est un peu dur à digérer. Donc pour le résumer, c'est quand même l'épargne brute qui a plus de 4 millions d'euros. Je pense que compte tenu du contexte général, c'est quand même à signaler, ce qui montre qu'il y a quand même une gestion qui est vraiment rigoureuse. Pas d'emprunt sur 2021, quasiment 6 millions d'euros d'investissement. Donc si on se projette sur un mandat de 6 ans, si on maintenait ce rythme-là, c'est 36 millions d'investissements, ce qui serait énorme. Donc ça veut dire qu'on est plutôt un peu en sur-régime par rapport à ce qu'on avait évoqué
en 2020 pour ce nouveau mandat, et rappeler notre capacité de désendettement, parce que c'est vrai qu'en dessous de 2 années, vous ne devez pas avoir beaucoup de communes qui ont ce chiffre-là, pas qu'au niveau de notre arrondissement. Donc je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'au niveau finances, depuis maintenant quasiment 15 ans, la maison est plus que bien tenue, et que quand je vois dans le bulletin municipal va-t-on sur une augmentation des impôts en ZAN, si nous on augmente, les autres communes ils vont exploser leur taux d'imposition. Donc je ne sais pas comment on peut désinformer à ce niveau les habitants. Soit c'est une méconnaissance des budgets ou de ce qui est fait au niveau communal, mais juste pour rappeler que quand on a un compte administratif qui est de ce niveau-là en 2021, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été réalisé par nos techniciens et puis par l'équipe municipale, et qu'on est loin d'envisager une augmentation des impôts vu nos capacités que l'on a tant en autofinancement qu'en investissement, vu les différentes subventions qu'on sait obtenir. Alors bien évidemment, je vais sortir, puisque le compte administratif, le maire ne peut participer au vote, donc c'est M. Vincent donc, qui procédera au vote une fois que je serai sorti de cette salle. Donc, merci Monsieur le maire. Donc, compte tenu des restes à réaliser dans dépenses et en recettes d'investissement, le besoin de financement de la section d'investissement s'établit aujourd'hui à 4 439 667,18 €. Donc, il est donc demandé au Conseil d'approuver les comptes administratifs 2021 du budget ville. Donc, qui vote contre? Abstention? Donc, votez à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre vote, puisqu'on va faire, je pense, jusqu'au bout une unanimité sur l'ensemble du vote. Monsieur Levent, une fois que c'est voté, normalement, c'est fini, hein, Monsieur Levent. Donc il n'y aura pas d'effet rétroactif alors. Un petit mot. Oui, non, mais c'était en fait complètement pour vous représenter. En fait, chers collègues, vous le savez, l'examen du compte administratif, c'est un rendez-vous important pour le conseil municipal. Il est révélateur de la gestion du maire. Vous savez, le budget primitif, pour rappel, c'est un document de prévision. Il collecte les promesses d'action pour l'année à venir. Le compte administratif est, lui, l'occasion pour nous, adjoints et conseillers municipaux, et par extension donc la population, de contrôler et de vérifier si les engagements de M. le maire ont été tenus. Notre collègue Damien Cloyer nous a présenté de manière très claire les grandes lignes du compte administratif du mandat. Je ne reprendrai pas les éléments chiffrés de cette brillante présentation. Monsieur le maire, vous avez exécuté le budget conformément à vos engagements, et donc au nom d'une ligne pour réussir, c'est la raison pour laquelle on a donc été tous invités à approuver sans réserve ce compte administratif 2021. Merci. Délibération, c'est l'affectation des résultats, la suite logique du compte administratif. Monsieur Coyer. Donc, le compte administratif 2021 fait apparaître, donc, après intégration des restes réalisés, un excédent de la section de fonctionnement de 5 495 538 € et un besoin de financement de la section d'investissement de 4 439 667 €. Il est donc proposé d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement, soit 4 439 667 € en investissement pour couvrir le besoin de financement de la section excédent de fonctionnement capitalisé. Et le solde, soit 1 055 870 €, sera inscrit en fonctionnement dans la rubrique excédent de fonctionnement reporté. Le déficit d'investissement, quant à lui, de 3 417 869 € sera reporté en investissement à l'article déficit d'investissement reporté. Merci. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 22e délibération, dernière délibération, mais il y a une question après qui suit. C'est le rapport sur l'état et l'évolution de la dette en 2021. Monsieur Coyer. Oui, donc il est obligatoire maintenant d'informer le conseil municipal de l'état de la dette et des différents emprunts.
Donc, elle a pour objet, cette délibération, de donner l'information la plus précise sur l'état de la dette, son évolution et la politique d'endettement envisagée. Alors, pour rappel, en 2021, aucun emprunt n'a été donc contracté. Par ailleurs, la ville a remboursé un total de 846 330 € en capital, qui était composé principalement du capital des emprunts et du remboursement du capital relatif au portage de l'établissement public foncier pour le cœur de ville pour 142 800 €. La ville a remboursé 124 711 d'intérêts de la dette, 2 100 € d'intérêts relatifs à une ligne de trésorerie et 45 724 d'intérêts courus non échus, les fameux ICN. La non prise en charge des ICNE de 2020 par la trésorerie a ainsi augmenté artificiellement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les intérêts pour les amener à un total de 172 536 €. Ainsi, pour 2021, le chapitre relatif aux intérêts a dû être réévalué par rapport aux prévisions budgétaires du fait de l'absence de contrepassation des ICNE pour 2020. Au niveau d'état de la dette, pas d'inquiétude, je vous rassure. Donc le capital restant dû s'élève à 7 836 429 € pour un taux moyen de 1,47% et une durée de vie résiduelle de remboursement de 11 ans et 3 mois. Cela sur 20 lignes d'emprunt. Principalement, c'est du taux fixe, on peut le voir, hein, pour 71%. Le variable, c'est de l'indexé Euribor et le livret A. Voilà, donc tout est classé en catégorie première. Donc la ville se situe à 100% dans la catégorie qui représente le moins de risques, à savoir 1A, qui inclut donc les taux fixes et les taux variables, comme je viens de vous le mentionner. Cette sécurisation ne dégrade pas pour autant le coût de la dette, puisque le taux moyen au 31 décembre 2021 est de 1,47 contre 1,51 en 2020. Il reste nettement en dessous du taux moyen des communes de même strate, qui s'établissait à 2,16 en 2021. En outre, la capacité des endettements donc passe de 2,6 années à 1,8 années pour 2021. Voilà, et après vous avez les différents graphiques. Donc au niveau de la dette, il n'y a aucun souci pour la ville d'Anzin. Et donc, dans le contexte des stratégies d'endettement, l'exercice 2020 marqué par la crise sanitaire et la crise économique s'est traduit par la mise en place de mesures budgétaires et monétaires. Ces mesures ont permis aux États de surmonter la récession et de retrouver à la fin 2021 les taux de croissance d'avant la crise. Ainsi, la reprise économique se poursuit, mais dans un contexte inflationniste tendu lié aux pénuries et aux coûts élevés de l'énergie. Nous pourrions observer donc prochainement une hausse des taux directeurs de la Banque de France. Les taux, même s'ils restent très raisonnables, sont repassés au-dessus de zéro, comme vous avez pu le voir. Du côté des collectivités, en 2021, à l'exception des départements et des communes et EPCI de plus de 100 000 habitants, tous les types de collectivités ont accru leur recours à l'emprunt pour relancer l'économie. Toutefois, la durée de vie résiduelle moyenne des collectivités reste stable à 14,2 années et le taux moyen de l'ensemble des collectivités a baissé à 1,72. L'accès des collectivités à l'emprunt reste donc facile malgré tout. Pour 2022, les perspectives économiques sont positives avec un taux de croissance pour la France qui oscillerait plus pessimistement au plus optimiste entre 2,8 et 3,4, mais je pense qu'il faudra revoir ça par rapport à l'inflation, et avec un contexte inflationniste de 3,7 en moyenne sur l'année, du fait de la guerre en Ukraine et aussi de la tension sur l'énergie et le blé. Il vient encore d'augmenter ici hier. Pour la commune d'Anzin, donc pour 2022, à ce stade, pour équilibrer le budget primitif, il est prévu de recourir à un emprunt à hauteur éventuelle de 2 983 730 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc, juste rappeler, hein, les taux, c'est sûr que c'est surtout grâce aux techniciens. Là. Le taux moyen de 1,47 contre 2,16. Donc même chose, hein, on a vraiment des taux qui sont très très bas. De par les opportunités que l'on a au moment de faire nos intérêts, enfin nos emprunts, et surtout sur le fait que c'est sûr que quand on arrive avec des résultats financiers qui sont plus qu'intéressants, on n'a pas les mêmes taux. C'est peut-être pas normal vis-à-vis des autres, mais c'est sûr que le prêteur a moins de risques avec ceux qui ont des bons résultats financiers, c'est comme pour un particulier, donc c'est vrai que ces éléments-là sont importants. Tant qu'on évoquait justement la tension sur l'énergie, parce qu'il y a plein de communes où ils parlent actuellement, au moment des comptes administratifs, des conséquences budgétaires du coût de l'énergie. Hein. Je vois des endroits où on évoque 400, 500, 600 000 € de travaux, enfin de budget énergie non prévu initialement. Donc pour rassurer, sur 2022, au niveau de l'électricité, le budget 2022 qu'on avait projeté, c'était 475 000 €. Et aujourd'hui, par rapport donc au marché en cours, on reste sur ce qui avait été évalué. Le seul delta, c'est au niveau du chauffage, où effectivement on a budgétisé 250 000 € et il faudrait, sur les projections que l'on a actuellement, probablement avoir 150 000 € de plus. Donc aujourd'hui, si on fait électricité plus gaz,
nous ne sommes que, compte tenu du contexte, à 150 000 € de non prévus dans le budget, ce qui est très faible par rapport, pour ceux qui lisent régulièrement les journaux, même les journaux locaux, on voit bien qu'il y a des communes où aujourd'hui ils sont minimum 500 000 € de non prévus au budget. Donc uniquement pour dire qu'il y avait quand même eu une anticipation sur ces éléments-là. Je pense que c'était juste un rapport, donc je pense pas qu'il y a il n'y a pas de vote là-dessus. Donc avant de clôturer ce conseil municipal, donc il y a une question, je pense que c'est monsieur Jamjam qui la pose ou qui... Oui. Monsieur Jamjam. Merci monsieur le maire. Donc, comme en 2020, hein, comme on l'a vu ici, en effet, la ville a reçu toutes les subventions, hein, sur la DSU, la DPV. Pour 2022, nous apportons juste un point de vigilance sur ces dotations. Vu le contexte économique, ça peut changer. D'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, il nous a été annoncé en communication les informations suivantes. Au niveau de la DPV, sur 3 dossiers déposés, 2 ont été retenus. Il s'avère que la ville a reçu 731 313 000 € de moins sur les 1 430 313 prévus. Simplement, on était surpris en fait qu'au dernier conseil municipal, vous avez proposé les délibérations 17, 18 et 19 telles quelles, alors que le montant des dotations de la politique de la ville est inférieur et que vous avez les connaissances de ces montants réels reçus. Donc notre point de vigilance, c'est que la ville, effectivement, là, actuellement, en 2021, on a reçu l'ensemble des dotations, sauf qu'en 2022, on n'est pas sûr, et d'ailleurs, ça commence, on a 730 000 € en moins. Donc simplement, on va apporter un point de vigilance. Donc la question, pourquoi les délibérations n'ont pas été corrigées? Et surtout, comment allez-vous pallier cette énorme différence de plus de 730 000 € sur le prochain budget? Merci. Alors, c'est vrai que le son, il n'est pas très bon, donc je vais vous résumer. La question, c'est pourquoi les délibérations 17, 18, 19 n'ont pas été corrigées, étant entendu que, selon... oui, je veux changer ma ville, nous allons avoir 730 000 € de subventions en moins. On va avoir 730 000 au lieu d'1 430 000. Je résume pour que tout le monde comprenne bien. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement. La délibération 19, c'est pour ça que quand j'ai eu la question, j'ai repris mon déroulé de délibération en disant j'ai dû louper quelque chose ou on n'a pas le même numéro. La délibération 19, c'est le compte de gestion 2021. Quel est le rapport entre la DPV 2022 et le compte de gestion 2021? Franchement, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre votre argumentaire et la question. Alors, on va faire délib par délib. La délib 19, sincèrement, il n'y a aucun rapport. Ça concerne en fait la construction des nouvelles écoles du centre. Mais non, mais c'est le compte de gestion 2021. Donc, quel est le rapport entre la DPV 2022? Il n'y a aucun rapport. Au niveau de la TPV qu'on a reçue, c'est bien marqué? Mais non, mais j'ai compris vos argumentaires, mais sauf que vous m'évoquez une DPV 2022, donc sur un compte administratif 2022, compte administratif 2022 qu'on présentera l'année prochaine à la même époque, et là, vous me parlez de la délibération 19, qui est le compte de gestion 2021. 2021, c'est le trésorier qui valide tous nos comptes financiers sur l'année écoulée. Donc il n'y a honnêtement aucun rapport entre votre argumentaire et la délibération 19. Alors vous pouvez reconnaître votre erreur, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Sur les délibérations 17-18, alors même chose, hein, j'ai essayé de comprendre. Je ne comprends pas trop les marchés. Donc il y a un projet est lancé. On a lancé le projet. Tout est parti, les coûts sont partis. Les appels d'offres ont été lancés. Enfin, alors si, il fallait tout rendre infructueux, sauf que par rapport à l'appel d'offres, ça rentre dans les clous, puisque financièrement parlant, sur un budget qui était prévu, je vais tout arrondir à 6 millions, on va être à 6 150 000. Donc il n'y a que 150 000 € de delta par rapport à ce qui était acté dans le projet global de l'école du centre. Donc les lots ne peuvent pas être mis infructueux, et donc il faut bien qu'on les attribue. Donc je ne comprends pas trop. Alors pour pas qu'on dise encore oh, le maire il n'a pas été sympa avec eux, il n'a pas bien expliqué, ou ceci, cela, je pense qu'il y a un problème de compréhension par rapport à ce que vous évoquez, les délibérations. Sincèrement, je ne vois pas le rapport entre 17, 18, 19.
Et sur la DPV, je vais expliquer, là je vais donner la parole au technicien, comme ça on ne dira pas, c'est l'élu, c'est le maire qui... Donc je vais laisser la parole à Madame Morgadino, qui est la directrice financière, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, mais depuis tout le temps. Quand on va chercher des subventions, on prend toujours le taux maximum. Donc on va faire un dossier XY, si on peut aller jusqu'à 80% de subvention, on va la demander, mais on sait bien qu'on n'en aura pas autant. Et donc nous, dans la construction du budget, dans le budget qu'on vous a présenté, le budget primitif 2022, on n'a pas été mettre la totalité des subventions qu'on va solliciter. Mais sur le compte du centre, vous avez mis 700 000 € au niveau de la DPV. Je vais laisser Madame Morganino vous réexpliquer, parce que je pense qu'il y a quand même certaines bases qu'il faut que vous ayez quand même. Et après, on rentrera dans les chiffres. Enfin, je rentrerai dans les chiffres plus précisément, mais déjà une explication globale par la technicienne. Comme ça, c'est pas moi qui fais l'explication. C'est la science de l'art de la finance qui va vous donner quelques éléments complémentaires. Madame Morgadino. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. D'abord, je vais vous rappeler effectivement quelques grands principes qui régissent notre exécution budgétaire. Donc, le budget, c'est un seul document qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes de la vie. Le deuxième principe, c'est l'universalité. Donc, l'ensemble des recettes doit servir à couvrir l'ensemble des dépenses. C'est-à-dire que les recettes n'est pas affectées à une dépense. Le troisième principe, c'est le principe de l'annualité. Donc, le budget court du 1er janvier au 31 décembre. Il peut être voté jusqu'au 15 avril de l'année en cours. Le quatrième principe, c'est le principe de la spécialité. Donc, l'objet de la dépense ou de la recette doit être bien particulier, doit être bien spécifique. La notion de l'équilibre aussi, chaque section du budget, donc la section de fonctionnement et la section d'investissement, doit être votée en équilibre. Alors, il y a le budget primitif, que nous votons généralement à la fin de l'année précédente. Il y a le budget supplémentaire qu'on vote en cours d'année. Et il y a des décisions modificatives. Donc, ces trois types de documents doivent être votés en équilibre. Donc, la liste que nous voyons ici, ce sont les deux sections. Donc, la section de fonctionnement tout en bleu, avec les dépenses à gauche et les recettes à droite. Et la section d'investissement qui est en rouge rosé et en recette qui est à droite en rose. Donc, comme vous voyez, les deux sections doivent être équilibrées. Donc, ce qu'on entrevoit ici de couleur orangée, c'est ce qu'on avait présenté tout à l'heure, c'est l'autofinancement. C'est ce que nous avons dégagé l'année précédente avec la différence entre les dépenses et les recettes. C'est ce qui nous sert à financer notre investissement au même titre que les emprunts et les subventions d'investissement. Donc ici, donc en fait, un projet d'investissement, il ne se finance pas séparément du reste des dépenses. C'est l'ensemble des recettes d'investissement qui finance l'ensemble des dépenses et des projets d'investissement. Et la vie d'un projet peut évoluer d'un exercice à l'autre en matière de dépenses ou de recettes. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, il y a certains aléas qui font qu'effectivement les dépenses peuvent varier. Les partenaires des collectivités locales, c'est-à-dire l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, l'Europe, etc., soutiennent certains objectifs à travers l'attribution de subventions ou de dotations. Dans le cadre de la sollicitation de ces subventions, les services demandeurs des collectivités demandent toujours plus que ce qu'ils sont censés avoir. En fait, c'est un jeu d'acteurs entre collectivités. Donc les services instructeurs, effectivement, revoient systématiquement à la baisse. Donc quand on demande, par exemple, une subvention d'un montant d'1 million, c'est qu'on espère avoir 500 000 ou 700 000 euros. Alors, je ne comprends pas, par rapport à vos chiffres, moi je ne retrouve pas les mêmes chiffres, c'est là-dessus où je pense que ce serait bien, c'est de vous donner les éléments que vous avez pris en compte. Après, c'est sûr que quand il y a des questions comme ça, spécifiques, vous faites votre question, vous y avez le droit et nous, on va vous y répondre. Mais je pense que c'est l'intérêt des commissions finances, c'est que vraiment là sur place, vous avez les techniciens qui sont là pour vous expliquer ce que vous avez éventuellement loupé comme compréhension. Parce que moi, j'ai le document, parce que du fait, j'ai demandé ce qui me sortait les documents sur la DPV, puisque là, on parle que de la DPV. Mais je pense que vous avez mélangé les différentes subventions qui ont été proposées. Sur la DPV, donc 2022,
montant sollicité pour 2022, c'était 730 313,64 €. 262 000, bon, je vais arrondir. Hein. Pour l'école Gallieni, 262 000, on a demandé. On a obtenu 217 000. Pour la Maison des Solidarités, on a demandé 199 000. Là, on a eu 0. Et pour la réfection, on va dire, de De Gaulle avec le réfectoire, on avait demandé 268 000 et on va avoir 180 339. Donc, pour demander montant sollicité 730 000, montant notifié à peu près 400 000 €. D'accord? Pour 2021, on va remonter pour expliquer. 2021, là, on a vu un peu plus de chance. On a vu 800 000 € de sollicité et on a vu 700 000. 2020, on avait donné 5 dossiers. On avait sollicité 728 000 €, on avait eu 429 000 €. 2019, Tavernier, on avait demandé 1,2 million, on avait eu 600 000. 2018, on avait demandé 1 453 000 €, on a eu 775 000. C'est le plus gros montant qu'on ait eu de DPV. La DPV moyenne, en fait, on a généralement entre 400 et 500 000 €. Donc c'est vrai que cette année, on espérait avoir entre 500 et 550 000 €. Donc on a 400 000 €. Je ne vais pas vous dire que quand j'ai rencontré la préfète à l'égalité des chances et qui m'a demandé si j'étais content de sa subvention, je lui ai dit non. Parce que depuis qu'on a la DPV, c'est la première année qu'on a aussi peu. Donc ils ont un budget global qui répartissent. Et donc cette année, la priorisation était faite sur les écoles notamment. Et puis compte tenu qu'il y a eu le pacte Sambre-Avesnois qui a été signé, il y a eu des fléchages financiers spécifiques sur le Sambre-Avesnois. Donc c'est pour ça qu'au niveau des chiffres, je ne m'y retrouve pas. Alors pour 2022, pour vous rassurer, parce que la DPV qu'on va toucher en 2022, c'est des DPV qui datent d'avant, parce que les projets, on a 2 ans pour les faire, et puis il y a parfois du décalage financier. Donc 2022, on va avoir 950 000 € de DPV en 2022, avec quasiment 750 000 de DPV qui ont été validés par des dossiers de 2019, 2020, 2021 et même un résiduel 2016, compte tenu qu'on a un conflit sur le gymnase de la Bleusborn et qu'il y a une procédure en cours avec l'architecte. La DPV 2022, on avait budgétisé pour 2022 200 000 €. Donc, sur le budget 2022, DPV 2022, 200 000. On en a 400 000, dont 181 000 € pour De Gaulle avec les réfectoires. Tous les travaux doivent être finis pour cette année, donc logiquement, on devrait avoir ces 200 000 € là. Logiquement, le delta entre ce qui est mis dans les crédits dans le budget primitif de 950 000 €, le delta, au pire, il va être de 50 000 €. Donc de toute façon, pour 2022, il n'y a aucune problématique. Mais c'est vrai que sur les chiffres, je ne me retrouve pas du tout entre nos chiffres DPV, hein, je parle vraiment sur la sollicitation dotation politique de la ville. Sur la DPV, nous avions sollicité 730 313,64 € en 2022. Donc je ne comprends pas vos... Donc soit vous venez voir les services avec les chiffres, qu'on regarde quel est le delta. À mon avis, vous avez pris des dotations, peut-être la DECIL, c'est une dotation en soutien à l'investissement local, où là c'est l'État qui va des subventions. On avait été sollicité des subventions effectivement beaucoup plus importantes que ce qu'on a touché, parce que ce qu'on va toucher en fonction de l'avancement des travaux, notamment sur l'école du centre. Mais vos chiffres, sincèrement, correspondent pas, sur la DPV, ne correspondent pas à nos chiffres qui sont les bons chiffres, puisque bien évidemment on a fait la recherche globale. Donc c'est pour ça que sur vos questions, sincèrement, sur les délibérations 17-18, bon, 19, sincèrement, il n'y a aucun rapport. 17-18, je ne vois pas pourquoi il fallait changer les délits, puisque de toute façon, c'est conforme à l'appel d'offres, au cahier des charges, et qu'à partir du moment où on lance la procédure, on lance la procédure. Il y a des subventions qu'on va peut-être avoir et qu'on n'a pas encore actées dans le budget primitif, notamment dans le cadre du développement durable. On peut peut-être aller chercher des subventions au niveau européen ou au niveau des services, enfin au niveau national ou par le biais de l'ADEME. Et peut-être qu'au niveau du département, on aura peut-être un peu plus que ce qu'on s'était programmé, même si on a demandé une énorme somme. J'en ai profité puisque c'était l'inauguration aujourd'hui du collège des Rochambelles, invitation envoyée par le département. Nous, on n'était pas dans
dans les inviteurs, si je puis dire. J'en ai profité, le président étant présent, pour rappeler qu'il nous avait laissé quand même une friche urbaine et que j'espérais une subvention digne de ce nom sur ce projet qui rentre dans les projets territoriaux structurants du département et avec des subventions qui vont être actées dans les semaines qui viennent et votées au conseil départemental de fin juin. Donc, moi, je vous invite, c'est de prendre contact avec les services pour voir les chiffres que vous vous donnez qui, sur la DPV, ne sont pas les bons chiffres. Hein, ça, je pense qu'il y a eu un mélange des genres, mais j'insiste, les questions financières, c'est quand même un peu spécifique. Je pense que quand il y a un sujet comme ça, ou s'il y a un doute, après, si la personne qui doit aller à la commission finance ne peut pas y aller, il y a un suppléant. Après, il y a la conférence des présidents. Si la personne qui doit venir me voir ne peut pas venir, mais qu'il y a quelqu'un qui peut venir la voir, peut la remplacer, il suffit de le dire. Vous venez, vous m'évoquez les sujets, on vous donne les réponses. Parce que là, c'est incompréhensible pour tout le monde, quoi. Et c'est d'autant plus dommageable pour vous, c'est que vous communiquez sur des chiffres qui sont faux et nous, on est dans l'obligation de dire que vous avez, excusez du terme, mais dit des conneries lors du bulletin municipal qui a été distribué à la population puisque ce ne sont pas les bons chiffres. C'est aussi un problème quand vous faites des communications, peut-être nous envoyer aussi directement les communications. Quand ? Les communications, en fait. Quand vous faites des communications, oui. On aimerait bien aussi avoir aussi directement les communications que vous faites, en fait. Parce que vous les faites à la va-vite. La dernière fois, on était assez rapide, on était surpris de voir voter ça. Ça nous a surpris, en fait. Non, mais les communications, c'est les éléments factuels que je reçois, qui passent en communication. Mais les délibérations sur les sollicitations de subventions, vous les avez, puisque ça passe à chaque... Quand on va chercher une subvention, on fait une sollicitation. Donc sur la DPV, j'ai évoqué qu'on avait 3 dossiers, j'ai donné les chiffres peut-être rapidement. Mais si vous repreniez les délibérations d'avant qu'on a passées au précédent conseil municipal, vous avez pu remarquer qu'on n'a jamais été demandé 1 400 000 € de subvention DPV, puisqu'on n'avait que 3 dossiers. Donc certes, la communication va vite, mais les éléments, vous les y avez déjà eu auparavant lors des précédents conseils municipaux. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, si cette information-là, vous trouvez qu'elle a été trop vite, vous n'avez pas vu les noter, vous nous demandez qu'on vous les communique, qu'on vous donne les chiffres. Et puis les différentes réunions qu'il y a avant, c'est pour préparer le conseil, c'est pas pour se faire plaisir, c'est une obligation, mais je pense qu'il y a un intérêt aussi pour vous amener des éléments complémentaires sur les différents sujets qui vous poseraient problème. Donc là, je vous propose c'est de revoir vos chiffres, de voir les services, mais c'est pas les bons chiffres, hein. Sincèrement, sur la DPV, je pense que vous avez dû additionner de la DPV, de la DSIL, et puis vous avez fait un checker, mais les éléments ne vont pas tout à fait avec les éléments qui sont donnés. Alors, je suis un peu plus précis parce que comme vous évoquez au conseil et dans le bulletin municipal que le budget est vraiment approximatif, en insistant lourdement dessus, je suis obligé de rentrer dans les détails pour montrer que c'est pas si approximatif que ça, mais que c'est peut-être vous qui êtes approximatif, quoi. C'est simplement, on reste persuadé que les dotations vont diminuer. La DSU, par exemple, va fortement diminuer, parce que le contexte actuel, c'est ça en fait. Vous enlevez plus de 6 millions d'euros sur le budget, ça peut faire mal. C'est tout. Non, mais que les dotations vont peut-être baisser, on verra à la fin du compte ce qui a été baissé ou pas, mais on ne peut pas donner des éléments qui sont hors du cadre et qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Hein, c'est simplement ça que je voulais évoquer. C'est bon ? Je pense que le conseil municipal est terminé. Bonne semaine. Signature, oui, n'oubliez pas, hein, j'ai déjà dit, mais n'oubliez pas de signer avant de partir.